vallée de la Guisane, Tire-Chevalier, Loisan. C'est là qu'il est né, là qu'il a grandi, là qu'il a choisi de vivre et d'élever ses enfants. Sa confortable maison de Saint-Chaffray, comme un port d'altitude où il aime à faire le plein de bien-être. Derrière son look et son bouc, les plus célèbres du ski français, se cache un champion d'exception. Luc Alphand est avec Jean-Claude Killy le seul Français à avoir remporté le classement général de la Coupe du Monde de ski. C'était en 1997, 14 ans déjà. Depuis, le populaire et suractif Lucho s'est reconverti pilote automobile avec une rare réussite, une victoire au Dakar s'il vous plaît. Une rencontre avec Luc Alphand est toujours un moment précieux qui décoiffe et qui fait du bien. Luc, bonjour. Bonjour. On est bien, on est chez toi. À Serre-Chevalier et un peu au soleil quand même, donc ça fait du bien. T'es quand même à la maison de temps en temps. Oui. Ouais. Parce que c'est pas souvent si. Faut arriver à te choper quand même, non? Voilà, il faut arriver à me choper. Les pauvres, je pense en premier à la famille, quoi, qui eux le subissent indirectement. Alors de notre côté, on s'est connus comme ça avec ma femme depuis le début. J'étais donc dans ma carrière de skieur où on va chercher la neige pendant 9 mois sur 12. Et après, j'avais quand même l'envie de rester un peu plus à la maison. Et puis bon, voilà, la vie s'est faite comme ça. Il y a eu la carrière automobile où je repartais beaucoup aussi. Et je me rends compte que maintenant, même après l'accident, alors que j'ai eu un accident grave là, il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans maintenant, et j'ai quand même pris 1 année à la maison, en profiter. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que je suis rarement à la maison. T'étais obligé là. Voilà, obligé. Non, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est que je prends plaisir quand même à être ici. L'année dernière, j'ai passé 1 an ici. En ayant remarché, en ayant fait plein de choses, en passant du temps avec la famille, et ça, c'était top. Mais bon, j'ai toujours l'impression que la vie est courte et qu'il y a tellement de choses à découvrir, de gens à voir, d'expériences nouvelles à faire. Et bon, on a quand même, quand on a l'opportunité de le faire et la chance, je prends vite les virages, quoi. Parce que tu te rends compte, ça fait bientôt 15 ans que tu as arrêté ta carrière de skieur. Pas loin? Pas loin, 13, 10, ça me semblait proche, et maintenant ça s'éloigne Et à l'époque, quand tu as arrêté, tu avais dit, ouais, là j'arrête, je vais pas aux Jeux Olympiques de Nagano, voilà. J'en ai marre, j'ai ma Coupe du Monde, j'ai gagné ce qu'il y avait à gagner, je viens de faire 3 saisons d'enfer, et je vais rester à la maison. Oui. C'est ce que tu avais dit. Alors la décision était très bonne, parce que le moment était excellent. Le temps ayant passé, je me rends compte que l'image qu'on laisse aux gens, et l'image qu'on en garde soi-même, c'est-à-dire de quitter le milieu en étant premier mondial, en gagnant le globe, c'est génial. Et c'était le moment. Et c'est là où, pas au moment où je me suis menti, mais je me suis dit vraiment, j'ai envie de me poser, quoi. Parce que courir après des résultats, des obligations de résultats, etc., des partenaires, des stages, des courses, oui, c'est palpitant, mais ça pèse au bout d'un moment. Donc ça, moi, je voulais vraiment me poser. Et c'était une vraie décision pour me poser. Ce que j'ai fait pendant à peu près 1 année. Et après, c'est reparti. Donc. Parce que qu'est-ce qui prend le dessus à ce moment-là? C'est ton goût pour la compétition quand même, non? Non, pas. T'aimes bien ça? Non, j'aime la compète. Mais quand j'étais tout petit en ski, c'est pas ce qui me faisait avancer en premier. Moi, je préférais sauter les cailloux, aller vite, tout ça. La compète, elle est venue après. Comme l'automobile. Au début, c'était la passion de la vitesse, du sport. Je me suis dit, tiens, je vais me refaire du sport, mais sans me prendre le chou. Sans la partie vraiment... je dirais, la compétition, elle tue la passion à un certain niveau. Quand il faut sacrifier presque tout, il faut s'entraîner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques, etc. Donc ça, elle tue la passion. Mais j'ai commencé l'automobile comme ça, par pure découverte, en faisant des Dakar, en faisant des 24 heures du Mans, etc. Mais c'est le jeu. Parce que ça, c'est le jeu. Là, t'es un joueur. Là. Mais la compète, elle était pas loin sous la peau. Et elle ressort tout de suite. Et ce qui s'est passé en automobile, j'ai eu la chance après d'être en usine, d'être donc pilote usine, avec l'obligation de faire des résultats, donc l'obligation de gagner, etc. Et là, je suis reparti exactement dans le même processus que le ski. Donc, j'aime la compète, oui. Il y a la compète, il y a le jeu, et il y a la vitesse. Et il y a la vitesse. Et je pense qu'au début, c'était le jeu, la vitesse. Et la compète, je pense que quand on a un fond d'envie de dépassement, de voir jusqu'où on peut aller, on est obligé de se donner et d'essayer de faire le meilleur possible, quoi. Et... T'as vu, en stock, j'ai un certain nombre d'images, quand même. Tu peux regarder s'il y a des... D'ailleurs, regarde un peu s'il y a des choses qui te font un peu réagir. Celle-là, je trouve ça top, parce que finalement, on a déménagé beaucoup, et puis on n'a pas beaucoup de photos petits. Mais celle-là, elle est d'un autre âge. Quand on voit les rondelles en cuir, les bâtons comme ça, les petites pompes, le fuseau. Parce que... Voilà, je suis né en 65, ça c'était 67. Pour moi, c'est une époque qui est complètement... Parce qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a ça aussi.
Ça, c'est important. Voilà, mais ça, c'est plus qu'important. Ça, c'est la montagne. Voilà, ça, c'est la montagne. C'est mes parents qui sont gardiens de refuge. C'est mon père qui est guide. Et on avait cette vocation de faire les cons, quoi. On avait des cordes, planter ses premiers pitons, faire des tyroliennes, grimper un peu. Enfin, voilà, il y a cette notion du risque, mais il y a surtout cet amour de la montagne. On était partis en colo de vacances un été, voire 2 étés. Et on a tout de suite dit non. On préférait passer l'été au refuge avec les clients et puis cette ambiance montagne que vraiment pas en profiter. Donc oui, ça, c'est toute ma jeunesse. Toute ma formation, hein, je pense qu'elle arrive de là-dedans. Parce que des vraies racines de montagne. La montagne est vraiment présente, finalement. Tu t'es installé en montagne. Oui. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, je vais quitter Serre Chevalier, je vais m'installer ailleurs. Ici, c'est... Voilà, ici, même si je pars beaucoup, je suis tellement ravi de revenir. Je suis ici, j'habite là et j'y reviendrai, par contre. Et je finirai sûrement mes jours ici. C'est ça. Voilà. Ben ça, j'ai même pas besoin de chercher longtemps. Et ça, c'est la Val-Louise, c'est notre chalet à Pimouget. Val-Louise, c'est le fief du nom, quoi. C'est là où on s'est installé, là où on a grandi, là où notre grand-mère nous a donné notre chalet avec mon frère. Ce chalet qu'on a refait complètement, quoi, Pimouget. Et ça, c'est près des racines qu'on a encore. Donc vraiment, Val-Louise, c'est, même si on n'y va plus beaucoup maintenant, parce que je me rends compte qu'à part quelques jours l'automne à la chasse, et puis un tout petit peu au chalet l'été, on n'y va pas beaucoup. Mais enfin, c'est dans notre cœur, quoi. Ouais, la chasse, c'est ça? La chasse, c'est ça. Alors la chasse, c'est... C'est un sujet de discussion, la chasse, quand même, pour toi. Bah, beaucoup. C'est-à-dire que les gens sont un peu surpris que tu sois chasseur. La chasse, moi, je l'ai découverte avec mon père, en montagne. Je conçois la chasse comme une activité vraiment sportive, en marchant et en méritant. Donc en ayant une vraie quête, une vraie recherche du gibier, un vrai choix et un vrai respect du gibier, etc. Donc voilà, il y a des extrêmes comme des imbéciles partout, dans tous les milieux, dans la chasse aussi. Et donc voilà. Mais j'ai vraiment envie d'en parler maintenant. Et pour moi, ça n'a jamais été un tabou. Et les gens qui n'aiment pas la chasse, je le conçois sur l'action de tuer. L'action de tuer, ôter la vie, oui, ça, c'est un geste qui est une vraie décision. Mais après, tout le monde mange de la viande tous les jours, mais personne ne veut voir comment sont abattus les animaux dans les abattoirs. Et là, il y a un détachement de notre société en général par rapport à ça qui va grandissant. Donc la viande, pour les jeunes, maintenant, elle naît sous plastique, sous plastique au supermarché. Mais alors que derrière, il y a quand même un animal et qui a forcément, il faut, si on veut le manger, on est obligé de le tuer. Mais c'est un chamois, c'est joli un chamois. Oui, mais un chamois, c'est joli. Mais les chamois, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Et on se rend compte maintenant qu'il y a plus d'animaux dans les régions qui sont non-parcs, et ça, c'est des choses qui sont à dire, que dans la consanguinité, les maladies, etc. Dans les parcs nationaux, il y a souvent moins de chamois que dans les zones qui sont gérées, et qui sont bien gérées, parce que la chasse, ce n'est pas un abattoir, c'est juste une sélection d'animaux. Et je pense que dans une limite raisonnable, c'est justement bénéfique. Alors, la chasse, c'est une activité de montagne. Oui. Ton père, c'est un type important pour toi. Il est guide. Ton frère est guide. Ouais. Là, cette photo, moi, je l'adore. Je l'adore, j'aime beaucoup ça. Ouais. Voir tous les trois comme ça. Elle est pas toute jeune. Ah non. T'es pas devenu guide. On Non. aurait pu penser que tu allais le devenir. Je dis souvent en rigolant que moi, j'ai fini skieur, quoi. Je suis un peu la brebis galeuse du groupe. J'adore la montagne. J'y suis né. J'ai recommencé un peu de rando maintenant. Et puis, j'ai jamais été un gros grimpeur, etc. Mais... oui, je suis pas le même que les autres dans la famille. Et j'adore quand même me balader en montagne. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Après, j'arrive à serrer les dents, à être costaud physiquement. Donc s'il faut faire des courses, est-ce que j'aurai le niveau de faire guide? Aucune idée. Mais en tout cas, voilà, la connaissance du milieu et puis l'amour et le respect de la montagne, il est là, quoi, un peu comme dans les gènes de la famille, quoi. Alors, Luc, Yes. il y a une date qui est importante pour toi, il me semble, quand on regarde ta carrière. Non, c'est le 14 janvier. Ah bah oui. 95. C'est ça. C'était Kitzbühel. Et ça, c'est avec le 14, hein, parce qu'il a aussi ce jour-là, on choisit le dossard 14 avec François Sedan, qui est entraîneur, parce qu'on ne savait pas quel numéro prendre, mais c'était à peu près le bon créneau. À l'époque, on choisissait le dossard. Et on se dit, tiens, 14, c'était le numéro que Jean-Claude Killy avait à Grenoble. À Champs-Rousse pour la descente, et on s'est dit bingo, allez, 14. C'est un numéro qu'il a gagné aussi avec Russie. Donc c'est le numéro qu'il voilà. Gagne. Donc, mais bon, c'est surtout une première victoire en Coupe du Monde après pas mal d'années de galère. Et puis une carrière, finalement, les gens connaissent mal, ils se rappellent de la fin où ça a bien marché, mais j'ai quand même eu une période de 5-6 ans où j'ai eu pas mal de galères physiques. Et quand on gagne la première fois, surtout à Kitzbühel, attendez, ça reste un gros morceau, et donc c'est
c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ce jour-là, qui est une double victoire en plus, parce que bon, ce jour-là, je gagne 2 fois, je deviens le Doppelsieger, donc en Autriche, ils m'en parlent encore, même 15 ans après. Ça reste un grand moment. Et puis Kitzbühel, c'est la mecque du ski. Dann sind ihm diese 5 Zehntel ganz schwer, kann diese 5 Zehntel nur schwer verlieren. Ist der 6. Doppelsieger von Kitzbühel. Der erste seit Heinzer 1992. Luc Alphand, Frankreich, 1,37, 1,38. Jawohl, er fährt. Knappe Bestzeit. Fantastisch. 1,40, 33. 25 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Armin Hassinger. Luc Alphand aus Frankreich führt wieder, auch in der zweiten Abfahrt. Ist das der große Tag des Luc Alphand? Es sieht fast so aus. Pourquoi tu as mis 10 ans entre le moment où tu es champion du monde junior et qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Pourquoi ça ne vient pas Non, avant, parce qu'il n'y a pas 10 ans. Alors ces 10 ans, on va les disséquer en 2 x 5 en gros. Parce que de junior à 23-24 ans, je n'y arrive pas. Peut-être que je ne mets pas tout de mon côté pour arriver à gagner. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je n'ai peut-être pas la maturité suffisante, etc. Mais je n'ai pas de blessure. Par contre, à Calgary, 88, c'est un des virages. Le virage important parce que Franck Picard nous montre la voie et dit « Putain, il est tout petit et il peut gagner ». Ça, c'était notre truc. Et en même temps, voilà, 88, je fais presque une médaille. Donc, je fais 4e au jeu. C'était quelque chose d'important. Un an avant ça, j'ai failli carrément arrêter et puis commencer mes études aux États-Unis parce que j'avais plus confiance en moi. Je ne savais pas ce que je faisais dans ce sport, quoi. Mais par contre, de 88 à 93-14, je ne gagne pas parce que là, je me fais opérer 6 fois en 5 ans et c'est pas simple, quoi. Voilà. Je touche du doigt des beaux résultats, etc. Mais bon, à force d'aller à l'hôpital, de revenir, de se soigner, etc., j'avais du mal à tout mettre en même temps. C'est vrai qu'il y a eu des galères quand même, ça doit te rappeler quelque chose, celle-ci. Non? Ah, ça, ouais, là, ça, c'était... voilà, c'était... Et ça, c'était... voilà, c'était les bonnes bottes de paille, à l'époque, c'est quand on voit ça. Les filets avec les bottes de paille. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Voilà, c'est ouais, c'est que des séries de chutes qui font perdre confiance. Et finalement, tu sais pas où t'en es. Et puis, voilà, là, j'ai eu mal à 1 an de cette chute. Mais je m'arrêtais pas, parce que psychologiquement, je m'arrêtais pas sur ces galères, quoi, physiques. Je me reconstruisais à chaque fois, j'y retournais, parce que bon, j'aime ça, j'aime le combat. Et j'aime... Parce que là, c'est quand même une chute qui t'a marqué, elle était violente. Elle a marqué parce que j'ai eu mal plus longtemps qu'elle est avant les Jeux, etc. Donc, c'est 92. Ça fait partie de toute cette galère où j'allais à l'hôpital, je revenais, etc. Et c'était loin d'être simple. Mais il y a toujours du positif là-dedans, quoi. J'ai fait les JO de Albertville. C'est le plus mauvais souvenir de ma carrière, pratiquement. Le Super G. Je voulais laisser ma place. Alain Feutrier, qui devait être là, n'avait pas les points. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont quand même mis. Je n'étais pas du tout prêt physiquement. Et je ne sais pas si ce n'est pas la honte qui m'a habité quand je passe la ligne d'arrivée, mais je me dis, merde, les JO sont en France, je suis là, je finis 15 ou 16e d'une course où j'aurais pu... Voilà, j'aurais pu aller sous le tapis rouge. Ouais, non, ça aurait pu être un super moment pour... heureusement, Franck nous montre la voie, il fait encore une médaille, c'est génial pour l'équipe. Mais... Alors c'est vrai, tu parles de galère. Ouais. Ça se traduit un peu par ça quand même, non? J'en ai rajouté J'en ai rajouté. Il manque les cervicales. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Il manque le cervical et puis encore un poignet et une cheville depuis. Mais bon, le cervical, ça a été un gros carton. Mais voilà, moi, je me suis à chaque fois reconstruit après toutes ces blessures. On apprend sur soi et on apprend que finalement, il ne reste pas grand-chose, quoi, à part la famille et les amis quand on est blessé. Et tout le monde passe par là. Beaucoup, en tout cas, je parle des skieurs. Hein. Les skieurs, quand on est skieur, c'est pratiquement obligatoire quand on fait de la descente de passer sur le billard et de se blesser. Alors, par contre, la dernière, donc là, c'est en moto, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans en moto. Là, tu as quand même pire, tu t'es vu paralysé à un moment donné. Moi, je me suis vu paralysé parce que je l'ai été quelques secondes par terre avec l'impact. À un autre niveau que tout ce que j'avais connu avant, quoi. Parce qu'une jambe, un poignet, c'est loin, où on n'a pas l'impression. Mais là, c'est la vraie intégrité qui est atteinte, quoi. Et moi, j'ai été quelques secondes paralysé par terre. Après, j'ai eu des problèmes neurologiques jusqu'à la chirurgie, qui était pratiquement en urgence, mais en tout cas pendant 12 heures. Et bon, maintenant, j'ai des séquelles, je ne sens pas trop mes mains, et j'ai des plaques dans le cou. Mais j'ai la chance de marcher, ce qui est tous les jours. Je remercie
celui qui décide ou qui décide si tu dois rester sur un fauteuil ou si tu dois vraiment remarcher. Je refais du ski, je refais tout. J'ai une vie super. Donc, voilà. Oui, d'ailleurs, ski. Tu refais du ski, j'ai trouvé ça sur Internet, il n'y a pas longtemps. Une course avec Stenmark? Non, c'est avec JB Grange. Ah oui. Voilà. Tu tiens bien la boucle. Mais c'était un de mes... Voilà, mais c'était mon but de me reconstruire l'année dernière. C'était la première chose que je voulais faire. Après, j'étais à l'hôpital. Je me suis dit, voilà, il faut que je reskie, parce que c'est ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça a été un de mes buts de... Et là, ça marche bien quand même, tu te tires bien la bourre avec moi, je trouve ça génial. Voilà, j'oublie un peu les douleurs que j'ai. J'ai 2-3 séquelles. J'essaye de ne pas y penser au quotidien parce que je me suis promis de ne plus jamais me plaindre. Depuis que j'ai vu des gens justement qui souffraient et des gens qui sont comme Florent Assier chez nous l'année dernière, voilà, en ski cross, qui lui voilà, est encore sur un fauteuil maintenant. Donc il se bat tous les jours. Ces gens-là, ils se battent tous les jours pour retrouver un semblant d'intégrité et grappiller des choses. Et voilà, non. Moi, j'ai une chance, c'est pas passé loin. Et donc j'en profite. Je profite de retourner avec les potes, même de refaire un tout petit peu de moto et beaucoup de ski, etc. Et c'est quoi? C'est une notion de rab aujourd'hui ou c'est une notion de chance? Tu te dis que tu as eu de la chance, Non? Je sais que je fais sportivement, je fais du rab et que de la chance, j'en ai eu énormément. Parce que bon, j'étais quand même luxé, moi. Donc luxé, normalement, c'est ce qu'on appelle le coup du lapin. Normalement, je suis Jared. Donc il y a 70% des gens qui seraient même plus là. Et sur les 30% qui restent, normalement, il y en a 2-3% qui marchent. Et du coup, j'en profite parce que je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie maintenant? Parce que je ne peux plus courir en automobile. Voilà, je ne peux plus avoir de licence. Donc voilà, l'automobile, c'est une page qui se tourne. De 10 ans de ma vie, d'une carrière... pas mal, du coup, qui ne devait pas exister et qui a existé comme ça, avec une victoire au Dakar, avec plein de trucs, avec les 24 heures du Mans. Et la vie comme un jeu, quoi. Et la vie comme un jeu. Et bien ça aussi, Apocalypse Now, le retour, ça c'est des choses qui nous ont fait rêver. Génial. Je trouve ça génial qu'ils aient fait appel à quelques anciens comme ça. Et là, tu vas skier sur les cailloux. Voilà, skier. Je trouve ça top. Je trouve ça top. On a fait ça, c'était un clin d'œil. C'est des films qui nous ont fait rêver. C'était le début du freeride, de ce que tout le monde voulait faire avec Pascal Gudin. Voilà. Non, mais je trouve ça top. Il faut toujours de l'humour dans la vie, etc. Et se décaler. Et je pense que l'autodérision et le truc... Alors justement, tiens, je vais te proposer un autre truc. On va se plier une petite page de pub, t'es d'accord? C'est vrai? Ouais. Voilà, on parlait d'autodérision et de le Winterjet. Voilà. Le Winterjet, c'est le moyen de skier où on veut, quand on veut. C'est une vraie révolution. Au début, il y a eu les tire-fesses, les télésièges, les skis paraboliques et maintenant, il y a le Winterjet. Ça a fait un buzz. C'était le but, de faire un buzz sur Internet, de vendre un canon à neige autoportatif et qui fasse sa neige perso. On le découvre, ce Winterjet, est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu là? C'est simple, j'ai sur le dos le modèle qui a servi aux essais, le prototype. Et mis à part le design, ce sera le modèle qui sera commercialisé. On sélectionne la pression désirée et le type de neige. C'est là où c'est intéressant. J'ai donc quelques positions. Première, neige poudreuse, neige damée, neige glacée. Et alors après, moi, j'ai rajouté une touche perso. Alors là, il faut que je rajoute un petit peu de pression jusqu'à 300 bars. Et là, j'ai mis un petit signal sonore. Et je tombe sur la position Kiss Bull, neige autrichienne. C'est parti, là, je crois que c'est parti. Regardez, mon 300 bars, c'est un peu fort, mais ça fonctionne. Cette autodérision est importante pour toi. Je pense qu'il faut de l'humour dans la vie. Attends, je trouve ça primordial. Et c'est pas parce que on va quelques dixièmes plus vite qu'un autre sur la piste qu'il faut qu'on se prenne pour un autre. Et je pense que peut-être par rapport aux racines qu'on a, montagnardes, etc., il faut quand même rester à sa place. Et même si on a une certaine notoriété, voilà, ça ne sert à rien. Tu t'es fait une belle vie avec le ski quand même aujourd'hui, non? Tu as conscience de ça Ah oui, j'en suis conscient. Parce que bon, c'est vrai que tu as galéré à un moment donné, peut-être, mais aujourd'hui, tu as le sentiment d'être un privilégié. Quel sentiment tu as aujourd'hui? Bien sûr. Le premier luxe dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ou de pouvoir prendre les choix de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aime.
Ça, c'est fantastique. Je parlais tout à l'heure de l'arrêt. Quand j'arrête en 97, je suis premier mondial, etc. Et je vois l'image que j'ai laissée chez les gens et dans le grand public. C'est encore une image qui m'aide maintenant, qui me transporte, qui m'a aidé dans l'automobile au début, même si après, quand même, il y a du boulot derrière. Je me suis structuré, j'ai créé des sociétés, j'ai trouvé mes partenaires, etc. Donc, je continue à bosser. Ça ne tombe pas comme ça tout cru. Mais cette image, elle vient du ski, quoi. Tu parles de l'image. Et en fait, ce petit bouc là que tu as, tu l'avais pas quand tu as gagné en 95. Ouais. Tu l'as eu après. Tu l'entretiens quand même, ton bouc. Voilà. Au début, j'ai attaqué par la barbe, mais la barbe, elle est restée 1 mois et demi. Et c'est un peu, alors, la faute à ou grâce à Mauro Cornaz, l'entraîneur des Italiens, c'est lui qui était là et il m'a dit, mais garde-le un peu. Et on s'entraînait toujours au Canada, aux États-Unis, dans le Colorado, il faisait froid, etc. Donc c'était sympa quand on n'avait personne à voir de garder un peu la barbe. Et du coup, ça a marché, on a gagné à Veil, après gagné à Val d'Isère, puis barbu, ça faisait vraiment bûcheron. Donc j'en ai gardé comme lui, parce que lui, il gardait tout l'hiver aussi, et lui, il l'enlevait l'été. Mais bon, ma femme trouve que je suis moins bien sans, et forcément que bon, c'est quelque chose je me suis habitué à avoir, et que je le garde. Alors je ne sais pas si je le travaille. Un petit peu quand même. Un petit peu, mais parce que c'est un peu ton fonds de commerce aujourd'hui maintenant, on te reconnaît un peu comme ça. S'il faut te caricaturer, on sait le faire. Donc, comme tu travailles un peu à la télé, comme tu as un peu des activités à droite à gauche, c'est pas mal d'avoir. T'es un peu people. T'es un peu people aussi. Hein, non ouais, mais puis, bien sûr que tu dois l'être. Après, tu sais, la notoriété, forcément, people, je le vois pas. On côtoie des gens qui sont people. On te retrouve t'entendre les rubriques people de temps en temps. Voilà, de temps en temps, mais je crois que je fais pas les choux gras de tous les magazines comme ça. Non, rarement. C'est stable, c'est tranquille. Oui, voilà, je suis pas très, très, très bon client là-dessus. On est loin des villes, etc. On va pas trop dans les villes parisiennes. Je suis un peu allergique à la ville, donc je monte de moins en moins à Paris. Et on est plutôt dehors ou dans les grands espaces, etc. Mais forcément, alors je dis pas, c'est un côté des fois pénible d'être reconnu. Parce qu'on est comme tous les gens, on a des fois envie d'être tranquille, etc. Mais après, ça ouvre quand même pas mal de portes. Des fois, tu n'as pas de restaurant, je suppose. Ah non, ça ne marche pas. Alors, par le boulot, je suis souvent invité. Ouais. Mais c'est avec ceux avec qui je mange qui payent. Ou alors l'hôtelier, ou alors très rarement. Très rarement. Je suis le livre d'or. Ah non, mais Alberto Tombaf, c'est comme ça, avec Bruno. Il signait, j'étais Alberto. Il donnait une carte. Non, je règle ce que je dois. Normalement. Alors, t'as su, de ce côté-là, tu as su bien te protéger par rapport à ta famille, ta vie de famille, tes enfants, etc. Sauf qu'aujourd'hui, tu as une fille qui s'appelle Estelle, qui est en train de tout casser quand même en ski. Elle est impressionnante, elle est en train de faire peur à tout le monde. Donc maintenant, on la voit déjà sur YouTube, on la retrouve. Ouais. Alors c'est quoi? C'est une fierté de voir que cette fille, elle va avoir 16 ans dans quelques jours là, c'est ça? Elle a 15 ans cet hiver, première année en compétition FIS. Je pense qu'elle a attendu ça depuis longtemps, parce qu'elle avait vraiment envie de se comparer au meilleur niveau mondial, aux Françaises, aux grandes, quoi, à celles qui l'ont fait rêver petite, etc. Estelle, depuis petite, a compris pas mal de trucs. Et puis en plus, dans sa tête, c'est vraiment moi je dis amicalement... L'Alphand. Une charogne. Enfin, Alphand, non? Elle lâche rien. Elle a envie ça. Alphand, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai meilleur caractère qu'elle. Ouais. Tu étais guerrier quand même. Tu étais un peu. Non, mais elle aussi. Hein. Elle, c'est une guerrière. Elle a compris très vite comment ça marchait techniquement. Je pense qu'elle est solidement. Elle est costaud physiquement. Et pour aller vite, je pense que sa plus grosse faculté, c'est à oublier le résultat. Quoi. Tu la pousses? Tu fais quelque chose? Non, parce que comme elle le fait naturellement? Les gens pensent, et ça j'aimerais le dire aussi, que je suis derrière elle, qu'elle s'entraîne, machin. Je ne skie jamais. Je crois que j'ai skié un jour en 2 ans avec elle. Voilà. Je suis allé la voir au championnat du monde junior cette année, à Crans-Montana. Donc j'étais content comme tout. Elle est dans son coin, elle est tout petit peu timide. Et par contre, c'est un vrai talent sur les skis. Et après, les blessures... la fin de l'adolescence, etc. Ça ne veut pas dire que cette fille, Estelle, gagnera des courses plus tard. Moi, je lui souhaite, parce que je trouve que c'est une carrière qui est sympa de skieur, mais c'est un sport qui est très ingrat au niveau des blessures et de la réussite. Alors, donc, malgré les accidents possibles, malgré la blessure, tu la pousses quand même. Maintenant, je lui donne plus de conseils maintenant, mais de conseils. Après, techniquement, on avait un super club ici à Serre-Chevalier, avec Kevin Page, avec Benjamin Melchion, avec tous les autres entraîneurs. On a un super club. Et ils ont amené Estelle, et je dis Estelle et les 2 autres garçons. Alors les garçons, justement, derrière. Et les garçons, ils poussent un peu derrière aussi. Il y en a un qui est champion de France, Benjamin. Le deuxième, il suit aussi. Il rentrera peut-être à Albertville. Il est dans les bons de son année. Le dernier, il est carrément pas mal. Tu es fier de ça, de les voir faire ça et
de déjà réussir, en tous les cas, à leur niveau d'âge, quoi. Et sans que tu, mais je me suis jamais trop posé la question, ouais. parce que depuis tout petit, Estelle, depuis, ouais, depuis chez les poussines, elle gagne des courses, etc. Alors tout petit, ça jase plus. Maintenant, elle a quand même fait ses preuves. Comment voulez-vous que je l'aide? Enfin, moi je réponds à ceux qui disent, c'est la fille d'eux, elle est seule derrière le portillon. C'est là, il y a juste une cellule, un portillon, une cellule. Après, c'est à elle de se démerder. C'est pas comment je peux l'aider à 1000 km de là. Donc voilà, une fierté. Bien sûr qu'on est content quand ses enfants, ça marche pour ses enfants, etc. Moi, je leur souhaite d'aller le plus loin possible et de pouvoir connaître le haut niveau et peut-être la réussite. Et quand je dis la réussite, la pyramide, elle est vraiment étroite. Alors, Luc, tu fais 1000 choses, ou tu as fait 1000 choses. Tu n'arrêtes pas. C'est-à-dire que là, tu es en train de retaper l'hôtel de tes parents. Ouais. Voilà. Un projet. On fait des produits, des produits. Ouais. Tu es resté dans l'automobile pendant longtemps. Tu fais des activités avec mon équipe, partout, etc. Voilà. Ouais. Tu étais patron d'une équipe. Et aujourd'hui, tu décides d'aller dans la voile. Ouais. Mais c'est pas un caprice. C'est-à-dire que tu as envie de le faire sérieusement. Ah non, ouais, là, tu vas partir donc... sur la Jacques Vabre, cet automne, avec Marc Tiercelin. Donc, un nouveau monde. Donc là, tu découvres quelque chose de tout à fait nouveau, voilà. mais en même temps, je suppose qu'il y a quand même des points communs avec ce milieu de la montagne, la mer, la montagne, peut-être les marins, les montagnards. C'est là qu'il y a les plus grosses passerelles entre ces deux sports. Moi, ma réorientation actuelle, elle est quand même due à un accident. Et je pense qu'il y a des gens dans leur vie qui ont des accidents, qui ont de la mobilité familiale, etc., et qui changent de métier. Parce que, bon, pas que de sport, mais de changer de métier tout court, ça peut arriver. Moi, je trouve que dans la vie, au contraire, c'est même revalorisant de faire différents métiers ou d'avoir des périodes de 7-10 ans et se dire après, voilà, j'apprends autre chose, je me forme et je replonge dans quelque chose. Alors moi, je suis content de replonger dans un sport où il y a de l'aventure, où il y a quand même un dépassement de soi physiquement, c'est dur. Et je pense que les océans sont vraiment un dernier bastion de l'aventure. Avec la montagne, avec... Il y a de la technique aussi, de la technologie. Et c'est là où j'allais revenir sur les passerelles. Et là, avec les marins, on sent pas mal de similitudes. Le respect du milieu, l'humilité face aux éléments, parce que moi j'ai vu Marc qui disait la mer, elle vous laisse passer ou elle vous laisse pas passer, un peu comme le mauvais temps en montagne. S'il a décidé d'être là et si on le défie ou si on joue, là, elle devient vraiment risqué, le gros risque. Donc les passerelles entre marins et montagnards, c'est la rusticité. Moi, je découvre la vie en bateau, là, mais dans des bateaux de course, c'est pareil, que vivre comme un chien, quoi. Ouais. Donc, et ça peut être dur en montagne. Ça, c'est spartiate et on dort pas beaucoup. Ouais. La montagne aussi, ça peut être dur. Voilà, donc ces passerelles, elles sont là. Mais il y a aussi des passerelles entre l'automobile, la voile, la technologie, la technicité des bateaux, etc. Une voiture, c'est compliqué. Un bateau de course, maintenant, c'est compliqué. C'est aussi des matériaux comme le carbone, etc. Donc, il y a des passerelles dans tous les sports, avec un fond qui est le même, quoi, un fond de sportif où il faut apprendre, se remettre, écouter ses entraîneurs, ses coachs, voilà, pour progresser. Au mois d'octobre, tu vas être au départ d'une compétition, comme ça, mais pour la gagner? Non. Allez. Alors, non, pour la gagner peut-être dans 3-4 ans. J'ai commencé. Non, peut-être que, mais je veux dire, c'est pas du tout envisageable. On sera au départ de la Jacques Vabre, en double. Donc moi, avec Marc Tiercelin. Mais c'est comme s'il partait avec un touriste. Moi, j'aurais navigué 6 mois. Je ne peux pas remplacer les 20 ans de mer des joyaux, d'un Stam, d'un Perron. On va s'aligner contre des équipages qui sont comme ça. Alors nous, on a un background de sportif, quoi. On va se saigner. On va essayer de prendre des risques, on va essayer de... Voilà, mais moi, mon but, c'est peut-être pas de démater pour tout risquer au milieu de l'Atlantique. Physiquement, le coup... Alors, physiquement, j'ai plus le droit de courir en voiture parce que quand on est dans un baquet en mer, ça tape sanglé... un peu quand même. Quand oui, mais en mer, ça tape, mais on est debout. Ça tape et on a quand même les jambes pour s'amortir, etc. Voilà, c'est pas le poids d'un casque sur le cou. Voilà, non, c'est pas comparable. Entre une étape au Dakar, entre prendre un mur à 300 km/h ou 24 heures du Mans, voilà, c'est pas du tout comparable. Oui, ça bouge en voile. Comparé à un déverne qui se bulle à l'arrivée, ça tape nettement moins quand même. Luc, on pourrait continuer. Merci. Ouais. Merci. On continuera, on en fera une sur la voile. Si la mer montagne, donc sur la voile. Et bon vent, forcément. Ah ben merci. Et puis namasté. Voilà, et namasté. Et, en tout cas, je me sens tout petit. Hein. Voilà, par rapport au bateau et la tâche qui m'attend, tout petit. Mais bon, c'est bon. Comme un junior en tout cas.